N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. L'actualité politique au Togo connaît un nouveau pic depuis quelques jours avec l'accélération du processus électoral. Le scrutin ou les élections auront lieu le 20 décembre prochain. Le gouvernement l'a confirmé jeudi dernier avec la convocation du corps électoral. Une prorogation exceptionnelle du recensement a été aussi actée, mais l'opposition ne semble pas être d'accord sur rien de tout cela. Un boycott du scrutin de la part de la C14 est envisagé aujourd'hui. Clairement, la coalition qui rencontre d'ailleurs ce matin la presse pour revenir sur toutes ces questions. Avec le confrère, nous reviendrons sur le sujet dans son ensemble. Nous parlerons également du frère du Togo, la République démocratique du Congo. Retour en studio avec mes confrères, pour l'instant avec nous, c'est curieux, Fioklou Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur. Bonjour Fioklou. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs et auditeurs de Tarsi FM. Alors je voulais quand même commencer avec vous par rapport donc à un sujet que d'abord le confrère L'Alternative a relevé ce matin lié donc à la friterie. Vous savez que le monde de friterie au Togo se trouve beaucoup plus au niveau de Hedjiranawe. Oui. Et alors, quand on incinère ces ordures de friterie après, et les conséquences dans la nature et sur la santé publique, est-ce que ce n'est pas un problème pour la population riveraine? Oui, de ce côté-là. Oui. Moi-même, je vais souvent entre Fusec jusqu'au feu rouge de Sagboville. Oui. Nous avons plusieurs magasins Ibo où ils font les tris. Souvent sous des étages, souvent à la devanture des maisons. Ils font les regroupements. Après les tris, ils brûlent ce qu'on appelle déchets, les déchets. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut parler de pollution, comme l'a souligné l'alternative. Ce n'est pas bon pour la population riveraine. Moi, il devait en principe chercher les véhicules d'ordures pour ramasser tout ça et d'aller jeter sur les dépotoirs que de les brûler en pleine ville. Et ce n'est pas au niveau de la friperie seulement. Quand vous allez dans les différents quartiers de Lomé, vous verrez que la population rassemble les ordures et met feu. Ils ne savent pas qu'il y a un code de l'environnement, que l'article 19 dit non, qu'on ne peut pas faire de pareilles choses parce qu'on risque de polluer l'air, etc. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que ce soit la mairie ou bien les autorités du ministère de l'Environnement doivent faire une descente pour faire des tournées de sensibilisation. Non, on a le sentiment qu'il n'y a rien de tout ça. Aujourd'hui, personne ne se préoccupe de ça. Oui, mais du moment où il y a... On verra dans les quartiers des gens qui mettent feu aux pneus. Aux pneus, soit disant qu'on est en train de quoi. Du moment où il y a un code de l'environnement, il est vrai que ceux-là qui le font ne savent pas qu'il y a un code et que l'article 19 refuse tout ça. Donc, il faut toujours la sensibilisation. Quand on fait les tests et on les laisse dans les tiroirs, sans les divulguer, sans les faire connaître par la population, nous aurons toujours de ces dérives. Bonjour, Acha Ibrahim. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour, Ambroise, bonjour. Oui, Eric, bonjour. Bonjour les auditrices et les auditeurs du radio Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Mais l'autre problème aujourd'hui, on le relevait à Acha Ibrahim, c'est l'incinération des ordures et de la friterie. Le cas beaucoup plus de Hedjiranawe soulevé ce matin par le confrère d'Alternative. Est-ce que ce n'est pas un vrai problème ça? Oui, c'est un vrai problème d'environnement. Vous savez que les friperies, d'abord, il y a
des substances qu'on utilise pour les traiter depuis la collecte et jusqu'à l'embarquement jusqu'ici. Et ces substances ne sont pas, à proprement parler, des substances assez, disons, des substances non offensives par rapport à la santé humaine et par rapport à l'environnement. Et donc, quand on se permet de les brûler comme ça, ben, ça va forcément créer des problèmes d'environnement. Et vous savez, là où on brûle ça, il y a un grand terrain comme ça laissé au niveau du grand marché de Idjiranaoui, et toutes les fois que vous passez là-bas, vous voyez de la fumée qui se dégage et ça pollue vraiment, et ça pollue l'environnement dans le milieu là-bas. Moi, je me dis que tout doit être réglementé parce que surtout que nous avons des décharges et autres là, donc s'il faut vraiment brûler ces genres d'ordures ou bien de déchets, bon, il faudrait mettre ça dans des conditions et envoyer ça à la décharge finale qui se trouve à Noépé, que de se livrer à les brûler comme ça et à polluer l'environnement tout autour de Idjiranaoui, même dans les autres. Parce que l'air, vous savez, ça se déplace à une vitesse exponentielle, et lorsque on pollue l'environnement quelque part, il ne faut pas penser aux effets immédiats dans la zone où cela a été fait, mais il faut penser aussi aux conséquences que cela peut entraîner dans les zones riveraines ou bien dans les autres zones. Donc moi je me dis que la mairie, la municipalité doit revoir ce cas et interdire à ce que ces vêtements usés et autres là soient détruits là-bas. Parce qu'il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi des chaussures qu'on brûle là-bas. Et vous savez, quand on parle des chaussures, il y a beaucoup de substances dedans, sans oublier même que la friperie même constitue, disons, une activité de couverture pour des activités beaucoup plus criminelles. Et donc, vous comprenez, les produits qu'on prend pour mettre dedans et tout ça, là, quand ça se mélange, c'est vraiment un explosif à l'air libre. Alors, il y a quelqu'un ici qui aime traite des sujets de l'environnement, Ambroise Okonjo. Ça vous inquiète très souvent, ces sujets-là, quand on les évoque? Qui ne traite pas seulement des sujets de l'environnement, qui est écologiste au demeurant. Et en fait, c'est des questions très, très pointues que les gens n'arrivent pas à comprendre et à cerner dans nos milieux africains. Peut-être qu'on ne leur explique pas suffisamment. Oui. Et vous savez, quand on brûle des décharges, même la décharge finale dont on parle, les fumées qui se dégagent produisent des kilos, voire des tonnes de métal qui sont renvoyés vers l'atmosphère, donc qui perturbent et détruisent la couche d'ozone, pour ne pas dire détruisent. Et ça crée même des affections pulmonaires à ceux qui sont dans l'environnement, dans l'environnement immédiat, sans le savoir. Donc, quand vous inhalez, vous avez sérieusement, dans 2-3 ans, déjà des problèmes respiratoires qui affectent le poumon, qui descendent dans les organes essentiels, les cellules, et vous avez des problèmes de cancer par après. Je ne voudrais même pas parler des sacs plastiques noirs qui sont produits à base du pétrole. Au-delà de ces problèmes, vous savez que les gens n'ont pas de dépotoirs intermédiaires pour jeter les ordures, et qu'au final, des associations de pré-collecte ou les entreprises viennent chercher pour le dépotoir final. C'est le grand problème que le Grand Lomé a aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a tellement de dépotoirs sauvages qui sont créés dans les sous-quartiers, dans les lots vides, partout. Et même s'il faut, à un moment donné, à l'africaine incinérer, puisqu'on n'a pas de solution au final, l'heure à laquelle il faut incinérer, il faut aussi peut-être trouver ça. Et où incinérer, il faut trouver ça. Pour ne pas gêner au moins les gens. Le voisinage. Mais en même temps, l'environnement est toujours secoué. Vous imaginez en plein milieu de Lomé, les gens brûlent comme ça à midi. À midi. Ils auraient pu brûler 8h, 9h, je comprends, les gens sont allés au service, tout ça là. Les gens brûlent même la nuit, à 19h, 20h. Ça étouffe les gens, ça rentre dans les champs. Ça dit que ce n'est pas possible. L'idéal, c'est de stopper l'incinération. Mais nous sommes en Afrique. Nous allons aller graduellement à cette étape-là. Il y a l'autre problème environnemental, c'est le ramassage du sable sur les voies. Les 2 grandes pluies qui sont produites la dernière, ça fait 1 mois. Vous savez ce que ça a créé dans les quartiers? Beaucoup ça a de décoiffé dégâts. les voies. Ça a décoiffé les voies. Les voies sont impraticables dans les quartiers, les sous-quartiers de Lomé.
Et les gens se permettent, c'est vrai qu'avec l'eau de ruissellement, il y a du sable qui s'envase, les gens viennent ramasser et créent encore de tout sur les voies là. Ça aussi, c'est des problèmes qu'il faut regarder les Togolais. Alors finalement, on se pose la question par rapport donc au ministère de l'Environnement. Alors, comment est-ce qu'on définit ça finalement? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Quelles sont les compétences quand même de ce ministère-là? Parce que quand on parle de l'environnement, est-ce que ce sont des séminaires de formation pour parler des arbres? Il y a la loi cadre. Non, mais il y a la loi cadre. Oui, mais souvent, on a le sentiment que c'est pour parler des arbres. Bonjour, Joël, les gars, merci de nous avoir rejoints. Bonjour mon frère. Vous venez de vous réveiller, pas, hein? Non, mais tu sais, c'est le tracas de l'homme. Oui, c'est vrai. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, merci. Je vais bien. Alors, on parle de l'environnement. Non, je crois que le concept environnement même est de plus en plus réduit aujourd'hui. On parle du ministère de l'écologie. Pour être en phase avec pour être en phase avec la réalité des données aujourd'hui, notre ministère de l'environnement devait évoluer. On devait parler du ministère de l'écologie parce que tout ce dont on parle, on va au-delà de la définition qu'on a de l'environnement. C'est-à-dire que c'est le cadre de vie en général. Certains parlent même de ministère de cadre de vie. Cadre de vie, mais là on parle plus de l'assainissement, mais on parlait de l'écologie, et pour aller au-delà de la portion congrue que représente l'environnement dans l'écologie, en fait tout ce qui participe au bien-être de cet être-là qui est logé dans l'humanité. Cela dit, c'est une vision macro qu'il faut développer aujourd'hui en impliquant d'abord, je crois que pour parler de cette question, il faut passer aussi par la décentralisation. Parce que qui gère? Quand vous demandez qui gère aujourd'hui les marchés, on dira c'est qui? C'est les PAM, non? Oui, c'est les PAM qui gèrent les marchés. C'est une anomalie. C'est une anomalie que PAM seul gère les marchés de Lomé jusqu'à 5 ans. Pourquoi est-ce que c'est une anomalie? Oui, c'est une anomalie. C'est une anomalie depuis 1987 qu'on organisait les locales. Non, ça c'est un débat. Non, justement. On en a parlé. On aurait rompu avec les délégations spéciales, on aurait des conseils municipaux que chaque conseil municipal gère son marché. Oui, on n'est pas encore celui. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est le cas de... Quand on parle de ramasser des ordures, on ne pas de ramasser des sables. Oui. Qui gère les quartiers? Qui gère les quartiers? Tu vois que quand tu rentres dedans, tu te retrouves à la nécessité carrément de confier la gouvernance locale aux ressortissants des localités. Hein? Donc, vous allez voir, aux populations. Vous allez voir que, comme par enchantement, obnubilé par les législatives, on a enlevé les locales du programme électoral. Ça veut dire que les locales, c'est encore pour après. Donc, on refuse de lever vraiment notre ministère au rang du ministère de l'écologie pour qu'il embrasse plus, pour lui donner plus de champs de travail. Et on refuse également de confier la gestion de nos quartiers, de nos localités aux populations. Et voilà ce que ça donne. Parce que celui qui vient ramasser le sable, il te dira, mais attends, tu veux me faire quoi? Tu vas te plaindre devant qui? Tu rentres, tu vas te plaindre, l'autre dira non, ça relève de celui-ci, ça relève de celui-là. En fin de compte, tu ne te retrouves pas. Aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure du marché. Il y a aussi une situation horrible, et ça, on en a parlé une fois ici, c'est le marché d'Atikoni. Je ne sais pas si vous êtes encore arrivé de faire un tour dans ce marché et voir l'état de ce marché avec les immondices et tout. Ah, c'est Atikoni que vous achetez vos chaussures. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème, ce marché-là, d'Atikoni? Il y a des tas d'ordures, des tomates, des oignons, des oranges. Il y a des eaux aussi qui stagnent dans les coins, qui sentent, qui dégagent des odeurs vraiment nauséabondes, mais tu ne peux pas imaginer. Vers la clôture là, c'est le dépotoir. Oui. En venant de baie, après le carrefour du cimetière, et là c'est grave. Et rien n'est fait pour améliorer. Mais quand vous parlez de cette immondice, ça fait 5 ans que nous avons parlé de cette immondice. Mais l'immondice est toujours là. Non, ça existe toujours. Ça existe toujours, sans compter ce qu'on voit à la plage, etc. Le gars, il en a oui, c'est parce que ça soulevait le tollé qu'on en a parlé. Mais je crois que j'ai lu tout à l'heure sur les réseaux sur un site qui écrit que bientôt l'accès au marché des généraux sera aménagé, etc. Ce n'est pas l'accès, c'est l'enceinte du marché de Rodin, parce que
Là où il y a le stationnement. Oui. Et en bas vers la sortie, puisque tu entres par l'est et tu sors par l'ouest, par le nord. Là, vers le nord, quand il pleut, c'est un lac. C'est un lac. Voilà. Artificiel et qui fait au moins 3 ou 4 jours. On avait fait un appel d'offres. Quelqu'un a gagné et a commencé par faire le plancher, mais malheureusement, il n'a pas pu continuer. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais quand vous allez là-bas, vous allez constater que les travaux sont à l'arrêt. On a commencé, mais c'est aux arrêts. Ça fait quelques mois aussi. C'est pourquoi peut-être qu'on a trouvé quelqu'un d'autre qui voudrait reprendre le chantier. C'est pourquoi le gars a écrit ça sur le site. C'est pas exclure le cas de Tipodi. Oui, il semble que beaucoup de choses viennent de ce marché quand même. Oui, bien sûr, il y a tout, les fruits, même les choux, tout, les légumes, de façon générale, les tubercules, et même la friperie. Il y a tout là-bas. C'est un grand marché, c'est un grand carrefour. Et quand les femmes quittent à Névo... Pourquoi est-ce qu'il est abandonné? Parce que certains ont le sentiment qu'aujourd'hui ce marché-là est abandonné. En fait, ce n'est pas abandonné, c'est le prolongement du grand marché d'Adaoulato, c'est le prolongement. Et vous voyez... je parle de l'entretien qu'il faut apporter à ce marché. Non, le problème d'entretien. On continue par payer les taxes quand on va au marché. Justement, c'est sur cet aspect que je voulais revenir. Parce que ici, au Togo, la conception, quand on vous confie un poste de responsabilité, surtout la gestion d'un secteur où il y a beaucoup d'argent, on vise seulement la rentabilité. L'argent seulement on vise. On ne pense pas à arranger le site et à créer un cadre beaucoup plus attractif pour booster les activités là-bas. On est là seulement d'engranger de l'argent, ça s'arrête là. Aujourd'hui, quand on parle de la mairie, quand on parle du contrat amiral qui est en même temps au port, vous pensez qu'il va s'intéresser au petit marché là? Les sous qu'il brasse là-bas, c'est rien par rapport à ce qui se trouve au port. Il va de soi qu'il y a un désintérêt par rapport à ces marchés-là et autres là, au profit du port. Mairie, voilà, raison de plus qu'on revienne raison pour laquelle nous demandons toujours que le principe on parle de cumul de fonctions là, qu'on essaie de dégager des gens, de faire en sorte que les gens soient libres pour s'occuper des secteurs et travailler à fond. Le contrat Milan ne peut pas en même temps être au port, regarder tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au port. En même temps, nous avons fait au même moment, il doit être à la mairie, au même moment, il doit être à Sotral, au même moment, il doit être au niveau du siège du campus. Vous voyez ce que ça pose comme dysfonctionnement dans le management même de cette structure. Il faudrait que les autorités togolaises réfléchissent mieux et aillent vers la responsabilisation des gens, que les gens s'occupent vraiment du secteur dans lequel ils sont et à plein temps. Je pense que c'est ce problème qui se pose. Et l'autre problème, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la mairie, on ne pense seulement qu'à percevoir des taxes. C'est tout. On n'arrange rien. On n'arrange rien. Regardez l'état du marché de Edranaoui. On prend seulement les sous là-bas, mais ce qui se trouve là-bas, c'est un environnement malsain. C'est désolant. À Tipodi, nous parlons de là aussi, le problème qui se pose. Si ce n'est pas qu'entre-temps, il y a eu le problème de développement à la base et on a pu avoir au moins le marché de Hanoukope qui a été un peu amélioré. Sinon, c'est de la désolation là-bas. Et partout, sur tous les sites, quand vous allez, c'est la même chose. Le marché, le marché d'Ajdogomé. Vous voyez, quand il pleut, c'est terrible là-bas. C'est pas possible. Ouais. Et ça pourtant, continue, hein. ça continue. Mais pourtant, chaque jour que Dieu fait, c'est de l'argent que les gens vont percevoir comme taxe là-bas. Mais on en fait quoi? Il ne s'agit pas seulement de prendre l'argent, il faut aussi penser à arranger aussi les sites et à les rendre beaucoup plus attractifs. Je me dis que si ce marché-là était encore beaucoup plus aménagé, il y a des secteurs d'activité qui allaient s'implanter aussi. Et ça ne fera que donner de rayonnement à ces marchés. Donc il faudrait aller dans ce sens. Ambroise Bonjo maintenant. Oui, je crois que c'est une question de vision aussi. Hein. C'est une question de gestion globale de tout ce qui rentre dans l'économie et dans l'environnement. Quand on parle de marché, par exemple, je crois que ce marché, on doit dûment construire ce marché avec les infrastructures adéquates. Vous savez, nous, on est à côté de ce marché. C'est vrai que ceux qui sont en charge de ce marché essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais il y a aussi une question de la gestion faite par les revendeurs, les commerçants même de ce marché. Les gens qui amènent du maïs frais, ils vendent, ils enlèvent tout, ils jettent comme ça. Quand il pleut,
C'est ce qui C'est-à-dire amène, que ce qui amène nous aussi, on est responsable de la situation. C'est-à-dire qu'on n'emménage pas le lieu absolument. où on vend. Même, je vous dis bien, même, s'ils ne sont pas bien organisés, s'ils ne sont pas, si les choses ne sont pas bien cadrées et régies là-bas, le même problème, on va construire un grand marché, un beau marché, les problèmes vont demeurer. C'est une question de citoyenneté, de civisme aussi, par rapport aux utilisateurs du marché. Oui. Les gens amènent comment vous l'appelez, banane, plantain, tout ça là, ananas, ils découpent tout ça là, ils jettent comme ça dedans. Il faut une police du marché. C'est ça que la police du marché peut veiller à ça. Vous faites ça, on vous taxe d'une amende de 5 000 francs, demain vous ne le ferez plus. Et peut-être une troisième fois, on vous retire la place. C'est fini. Parce qu'il y a tellement des milliers qui attendent de venir vendre le logement. C'est un marché, pas possible, c'est un marché, c'est un grand marché. Les gens viennent de Vaughan, même de Cara pour venir acheter ici. J'en ai eu. Donc c'est pour vous dire qu'il faut une police de marché au niveau de la mairie ou de la préfecture pour pouvoir réglementer les choses. Bien. Joël et Fioclo ont marqué la pause dans 3 minutes. Non, mais moi je crois que sur la question, il y a plus, on va pas réinventer la roue. Hein. La question des marchés, on en a une fois parlé. On a le cas d'Atipodi, les immondices là, qui a au niveau de l'abattoir. Ils sont là depuis plus de 5 ans, on en a parlé. Il y a des journaux qui sont revenus là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne rencontre en personne. Je dis la culture de la redevabilité. Tant qu'on piétinera la culture de la redevabilité, les problèmes seront là, comme tels. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas... Oui, pour le marché d'Atipodi, moi je voudrais revenir sur l'encombrement de la voie. Il y a la voie qui est tellement encombrée, il n'y a plus de trottoirs. Même au grand marché, il n'y a plus de pas passer au grand marché les facilement. Qui sont là, ils font les étalages sur les trottoirs, alors que les trottoirs c'est pour les piétons. Ce qui veut dire que et les véhicules, et les piétons, les acheteurs, tout ça, pratiquent la même chaussée. Ce qui veut dire que chaque fois, il faut vous arrêter derrière un véhicule, et l'autre la passe avant de passer tout ça. Il faut qu'on revoie un peu pour donner une certaine fluidité à cette voie-là. Sans oublier une gare routière anarchique qui s'est implantée aussi là-bas. Oui, au niveau de Rolando et vers la mer. Et pourtant, on avait déjà dégagé tout ça là entre-temps. On a dégagé, on est revenu, les mêmes qui ont dégagé sont là. Ils ne sont plus retournés pour les dégager encore une fois. Ce qui veut dire qu'on s'en fout de ce qui se passe. Alors, ça fait partie de la sécurité routière. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer une pause. Quand on sera de retour, nous parlerons de la politique togolaise avec ce qui se passe depuis jeudi dernier où le gouvernement togolais a convoqué le corps électoral. Après, on s'est rendu compte le lendemain qu'il y a eu un second conseil des ministres pour annoncer le vote, en tout cas en conseil des ministres des réformes. Et puis, l'opposition, la C14 notamment, qui n'est pas d'accord par rapport à la manière dont les choses s'organisent, s'accélère. Tipi Atadam, dans un audio dimanche dernier, disait qu'ils feront tout pour empêcher même la tenue du scrutin au Togo et faire dégager le pouvoir de Faure Gnassingbé. On reviendra sur tous ces sujets et nous donnerons la parole aussi à la diaspora, comme on l'a dit hier, toute cette semaine. Retour à l'antenne avec Joël Ega, Fioclo Adanglenou, Ambroise Ponjo et Acha Ibrahim. Et nous allons maintenant parler de la politique avec le recensement, la prolongation exceptionnelle de 3 jours accordée par le gouvernement togolais et puis le corps électoral qui est convoqué sur le 20 décembre. Ça veut dire que tout marche très bien. En tout cas, au niveau de la C14, on est d'accord sur rien du tout. Alors, pour lancer le débat, nous avons au téléphone Dr Kapkia Dieudonné, qui est le secrétaire général de UNIR Sénégal. Dr Kapkia, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne. Nous avons envie de vous demander ce que vous pensez de la situation politique actuelle avec les élections qui se profilent à l'horizon véritablement. Donc, nous pensons que c'est de bonne guerre. Hein? La CEDEAO a fixé et encore réaffirmé donc, la date du 20 décembre pour la tenue des élections. Donc, je pense que c'est l'étape des préparatifs. Hein? Et bon, naturellement, je pense que chaque acteur politique est en train donc de mettre le paquet pour pouvoir aller aux élections. Bien sûr, pour ceux qui sont de bonne foi et qui savent que le vote n'est que le seul moyen d'expression donc dans une démocratie. Vous pensez que la C14 aujourd'hui fait preuve de mauvaise foi?
Mais oui, parce que vous savez, en face de la C14, vous avez non seulement le gouvernement, vous avez non seulement une ligne, et vous le savez très bien, qui fait à chaque fois preuve d'ouverture. Il y a eu beaucoup donc, de revendications qui ont été posées. La dernière, c'était d'ailleurs même concernant le problème de l'UFC au niveau de la CENI, le problème du prolongement, donc du délai du recensement. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement fait preuve donc d'ouverture. Je n'ai jamais vu une discussion où il faudrait que ce soit une seule personne qui lâche. Tout le monde doit perdre un tout petit peu pour que ça puisse avancer. Mais nous avons beaucoup plus l'impression que certains veulent gagner toujours et que d'autres, d'une certaine façon, perdent. Donc je pense que la C14 fait preuve de motivation. Les élections sont le 20 et nous pensons qu'ils disent, selon eux qui sont populaires, c'est un véritable test pour nous le 20 décembre. Une fête le 20 décembre prochain. En tout cas, au niveau de la C14, on entend boycotter le scrutin. Pire, vous avez écouté le président du PNP, Tikwi Adedam, qui entend même empêcher la tenue du scrutin. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la diaspora? Bon, je pense que déjà, je commencerai par une citation. Quand on fait d'abord une erreur une fois, ensuite quand on fait d'abord une chose une fois et qu'on considère que c'est une erreur, on se dit que c'est une erreur quand on le fait une première fois. Mais quand on tente de le refaire une deuxième fois, c'est qu'on commence à comprendre que c'est un choix. On commence à comprendre que c'est de la mauvaise foi d'ailleurs, donc de la part du président du PNP. Et ce qui est encore grave, c'est qu'il se trouve dans un pays qui est donc, dont le président est acteur au niveau donc de la facilitation. Donc de la crise. Donc moi je pense pour ma part que réellement le train est en train d'avancer, les élections sont en train d'être préparées, la CENI a ouvert donc une phase de rallonge et donc nous pensons réellement que il faudrait réellement avancer. D'accord. Alors aujourd'hui au centre aussi le débat c'est la conduite de la médiation ou de la facilitation. Aujourd'hui la CEDEAO dans l'opinion semble ne pas avoir bonne presse. Est-ce que vous pensez que sa contribution réellement pour la résolution de la crise est réelle, docteur Dieudonné? Bon, moi je pense que la CEDEAO, vous le savez aussi bien que moi, la CEDEAO fait des pieds et des mains. D'abord, premièrement, par la mise à la disposition donc, du pays des facilitateurs. Première chose, que la CEDEAO a donc mis à la disposition de la CENI, donc des gestions électoraux, pour s'assurer de la bonne marche donc, du processus électoral, de la bonne marche donc, du processus de recensement et aussi de la fiabilité du fichier. Et je pense que quand vous lisez les dernières recommandations donc, de la facilitation, vous vous rendez compte qu'ils disent d'ailleurs qu'ils vont accompagner donc, le processus électoral pour qu'on puisse avoir à la fin donc, des élections assez claires et transparentes et acceptées par tous. Donc je pense que la CEDEAO fait sa part. Par contre, ce n'est pas la CEDEAO de venir nous aider à régler notre crise. Je pense que nous sommes d'abord en Togolais. Le souci est d'abord de régler les problèmes entre nous, en se parlant, en se disant la vérité, en reconnaissant nos torts, et puis en faisant preuve de consensus. Et je pense que le gouvernement le fait. Et c'est à mettre à la suite d'ailleurs du chef de l'État, le président Fort Yacine, qui n'a jamais législé sur les moyens donc, pour pouvoir donc, amener donc, une solution apaisée donc, à cette crise. Donc je pense que réellement, il faudrait aussi qu'on fasse, les gens arrêtent de jeter le pauvre sur donc, la CEDEAO. Et que les gens puissent faire confiance à la CEDEAO, c'est eux-mêmes qui ont demandé à ce que la CEDEAO... Oui, mais quand on voit... Excusez-moi, docteur Dieudonné, mais en même temps, quand on voit la feuille de route de la CEDEAO, on a le sentiment qu'on s'y égare un petit peu, qu'on s'écarte un peu de ce qu'on a dit au début. Ben non, je pense que déjà, c'est faire preuve d'ignorance politique et de penser que la CEDEAO viendrait imposer quelque chose à un pays indépendant. La CEDEAO est une institution, c'est vrai qu'elle est supranationale, mais le Togo est un pays, on va le dire, indépendant, souverain, et donc la CEDEAO ne peut, à la limite, que, comme vous pouvez le dire, à travers les lignes, vous pouvez juste tout simplement le dire, la CEDEAO ne peut juste exhorter, encourager les différents acteurs en s'entendre entre eux. Et je pense que le gouvernement avait voulu nous éviter cette histoire de la facilitation en mettant en place plutôt un dialogue interne togolais.
Nous le savons très bien. D'accord. Mais les gens ont voulu faire appel à la CEDEAO. Ils ont voulu faire appel à la CEDEAO. C'est parce qu'ils étaient sûrs que la CEDEAO réglerait le problème. Alors donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui, que la CEDEAO soit en train de régler le problème, que les gens commencent à penser que la CEDEAO serait d'un côté ou d'un autre. D'accord. La CEDEAO a toujours net et a toujours œuvré à sa manière à régler donc le problème de façon pacifique. Très bien. Ben, docteur Kapkia Dieudonné, merci beaucoup pour votre disponibilité à travers l'antenne avec nous ce matin. Merci à vous, M. Eric Gatton. Oui. Et merci de l'inviter. Bonne journée à vous. Voilà, retour en studio maintenant. Acha Ibrahim, on connaît la situation dans notre pays et cette semaine, disons la semaine dernière, depuis jeudi, les choses ont quand même pris une tournure assez vite. D'abord, à ce premier conseil des ministres qui a convoqué le corps électoral. Il y a eu un second le lendemain qui a renseigné sur le vote en conseil des ministres des projets des réformes constitutionnelles. Et puis après, la CENI aussi a sorti une série de communiqués autour du scrutin, le référendum, 3 jours supplémentaires pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire. Quand on voit cet environnement, est-ce que dit aujourd'hui la coalition, est-ce qu'il ne faut pas craindre peut-être le pire? J'accepte absolument rien, mais Tikpi et Kedam qui dit qu'ils feront tout pour empêcher la tenue du scrutin. Ouais, bon, il faut dire que depuis que les acteurs politiques sont revenus, depuis qu'ils sont revenus de Conakry, on a senti quand même que les choses ont semblé bouger dans le sens de la mise en œuvre de la feuille de route. Et c'est ce qui s'est fait remarquer du côté du gouvernement, qui a commencé par prendre des initiatives. J'avoue que même si c'est dans la précipitation, on sent qu'ils ont cette volonté au niveau du gouvernement de tout faire pour ne pas être responsable du blocage. Responsable dans ce sens que, puisque sur ce même plateau, nous avons eu à constater que depuis que cette feuille de route a été imposée aux acteurs togolais, on n'a pas senti le volet réforme constitutionnelle et institutionnelle. On n'a pas senti des initiatives allant dans ce sens, même de la part du gouvernement qui doit être celui qui doit montrer la voie. On n'a pas senti ça. Donc, heureusement, la dernière fois, nous avons, vous et moi, nous avons pris connaissance du communiqué sanctionnant le Conseil des ministres qui faisait état de ce que les réformes, le gouvernement va envoyer un projet de réforme au niveau de l'Assemblée nationale et c'est à ce niveau que cela va se jouer. Nous avons aussi lu le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres de la semaine passée, c'est-à-dire que c'est l'intervalle de 24 heures. Il y a eu aussi un autre communiqué qui a précisé que le corps électoral était convoqué, que voilà, il fallait aller aux élections du 20 décembre. Donc quand vous voyez un peu les actions ou bien disons les décisions prises en Conseil des ministres, on sent que le gouvernement togolais veut respecter la feuille de route. Le gouvernement togolais veut être en phase avec les recommandations faites par la CEDEAO et c'est ce qui explique les conseils des ministres qui sont tenus successivement et tout ce que nous apprenons par rapport... Ce qui explique aussi la furie dans l'opinion contre la CEDEAO. Bien évidemment. Voilà, mais quand nous allons maintenant du côté de l'opposition, c'est que ces initiatives sont certes prises, mais est-ce qu'il y a eu un travail en amont, puisque tout le processus doit aller dans le sens du consensus, dans le sens de l'inclusion. Bon, le gouvernement a décidé qu'il y aura un projet au niveau de l'Assemblée, mais est-ce qu'il y a un travail qui est fait en amont? C'est-à-dire qu'il faudrait forcément qu'il y ait des passerelles, qu'il y ait une préparation psychologique de la population et aussi même un travail de contact avec l'opposition pour aplanir certains points. Pour que le test à l'Assemblée ne soit pas rejeté. Bien évidemment. Voilà, en tout cas, l'esprit qui devait caractériser cette initiative prise par le gouvernement. Je me dis qu'il n'est pas encore trop tard et le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, qui parle toujours de la préservation de la paix, la préservation de la cohésion nationale, va prendre des initiatives, même si ce n'est pas personnel, je pense que par institution interposée, il prendra des initiatives pour que les Togolais ne se déchirent pas, pour que le tissu social ne soit plus de plus en plus en lambeaux,
pour qu'on sauve l'essentiel, qu'on s'entende pour amener le Togo vers l'avènement. Ambroise Pondio, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui à voir tout ce qu'on a traversé là depuis jeudi, excusez-moi, que eh bien on pourra préserver le tissu social comme Achal le disait? Non, rien n'augure un lendemain meilleur pour le Togo, avec ce que nous sommes en train de voir. D'abord, une facilitation biaisée. On dirait que les facilitations sont corrompues par le régime en place. Non, mais là vous allez trop vite quand même. Hein? Justement, je le faisais pas. C'est-à-dire que... Mais qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Justement, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à le dire? Oui. J'ai déjà publié quelque chose sur les réseaux sociaux ce matin par rapport à ces publications-là qui disent que Alpha Condé s'emporte. Et je suis allé loin en disant que Alpha Condé n'a qu'à brûler. Il n'a qu'à s'enflammer, brûler. Les Togolais s'en foutent d'Alpha Condé. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Condé n'a pas fini de régler son problème en Guinée. Je vois mal qu'on prenne un Condé. Ça, vous le savez dès le début. Ce n'est pas moi qui ai choisi Condé pour faciliter. Oui, ça on le sait aussi début. Oui, et on sait le rôle que la France joue derrière Condé pour pouvoir semer le trouble ici au Togo. Pourquoi on a écarté la facilitation ghanéenne pour s'arc-bouter sur le cas de la Guinée? Qu'est-ce qui vous dit qu'on a écarté les Ghanéens? Mais depuis, il intervient toujours. Il non, nous semble que lorsque les protagonistes togolais se sont retrouvés à la ghanéenne a été mise en veilleuse, Eric. Alpha Condé a toujours discuté avec Nana Akufo-Addo. Quand vous voyez Fonya Simbe en Guinée, lors des 60 ans d'indépendance de la Guinée, quand vous voyez un Ouattara en France, quand ces balais-là fonctionnent, les réseaux France-Afrique fonctionnent toujours. Condé a eu 18% aux élections. L'autre a eu 45%, Condé a gagné. Condé fait partie de l'ensemble de l'international socialiste. Et c'est Hollande qui était au pouvoir. Parce que quand il s'agit des intérêts français, on s'en fout si c'est la gauche ou la droite. Ça, c'est un autre volet. Le volet togolais, dans cette histoire, c'est le fait qu'on me disait que Condé s'emporte. J'ai dit Condé n'a qu'à brûler. Parce que vous travaillez pour la CEDEAO, qui est une grande institution, qui a proposé une feuille de route. Le travail préalable qu'il faut faire d'abord, vérifier si les points contenus sur la feuille de route ont été respectés à la lettre. Aucun des points n'a été respecté. Que Condé ne vienne pas me raconter sa vie en disant que l'opposition fait tant, l'opposition fait ceci. Et quand vous rencontrez les protagonistes, je suis désolé qu'on me dise qu'on rencontre différemment. L'autre ne sait pas ce qu'on a dit à l'autre, l'autre aussi ne sait pas ce qu'on a dit à l'autre. Mais chez nous on dit c'est du léguédé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les deux sont face à face, chacun fait ce qu'on a dit à l'autre. Personne ne viendra mentir. Et quand vous finissez la réunion, il n'y a aucun communiqué, comme vous avez l'habitude de le faire au cours des réunions du comité de suivi. Pourtant, c'était une réunion du comité de suivi tenue en Guinée. Les gens sont venus se silencieux comme une carpe, et par après, la coalition sort une déclaration. L'autre avait annoncé une conférence de presse qui a été avortée, et le lendemain, c'est un conseil des ministres qui convoque le corps électoral sans que ce corps n'existe. Eric, j'ai dit, je serai à la place de la coalition, tout le processus sera boycotté. Tout le processus de A jusqu'à Z. Et donc on se retrouvera dans le cadre de... Ils n'ont qu'à aller aux élections. Moi, par exemple, je ne vais pas faire de carte, je n'en ferai pas. Bon, d'accord, oui, ça c'est vous. Et c'est en cela... Oui, c'est en cela, je comprends Tipeee. C'est la sortie de Tipeee qui, moi, me rassure en tant que citoyen, d'abord, et en tant que défenseur des droits de l'homme et journaliste. Parce que dans ces conditions, donc vous n'allez pas aller aux élections. Personne ne vous permettra d'aller aux élections. Bon, on va revenir d'abord sur la convocation du corps électoral et puis le projet de réforme tel que introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça pourra quand même contribuer à baisser un peu la tension, Fioclou? Non. À mon point de vue, je ne peux pas dire qu'il y a une tension proprement dite. Si c'est que le sommet, la réunion de Conakry était suivie d'un communiqué, là, ça pourrait éclairer tout le monde. Ils sont reçus en aparté, différemment, disons, ce qui veut dire qu'il y a toujours problème. C'est pourquoi... Après, il y a un communiqué qui a circulé sur les réseaux sociaux. Oui, après. Qui n'a pas été signé. Qui n'a pas été signé. Certains communiqués. Après, le ministre Bavara, chez nos confrères de Togo Breaking News, a confirmé que le communiqué est authentique et vrai. Au niveau de la C14, on dit on ne sait pas encore, n'ont pas été alertés par le comité de suivi. Nous allons écrire à la CEDEAO pour en savoir un peu plus. Et donc,
quelque part, on est dans le flou. Il y a quelqu'un qui a dit que le communiqué, c'est le vrai, mais les contenus ne sont pas bons pour eux. Ce qui veut dire que le flou persiste. S'il faut revenir de Conakry pour demeurer encore dans le flou, moi, je ne vois pas la raison de ce déplacement. Bon, à l'heure actuelle, il y avait un problème qui était à la CENI, le problème là était réglé. Au lieu d'évoluer, il y a encore blocage. Bon, si le gouvernement sort de communiqué de Conseil des ministres pour parler du maintien de l'élection du 20 décembre, et si ce même gouvernement convoque le corps électoral et après sort les 3 points qui étaient à l'ordre du jour qui concernent les réformes constitutionnelles et institutionnelles, moi je pense que le gouvernement est dans une logique. Celle d'envoyer les projets de réforme à l'Assemblée et après aller aux élections. Joël, les gars, votre avis général sur ce sujet-là aujourd'hui? Non, Eric, je crois que la dernière démarche de Conakry de la facilitation guinéenne, c'est elle qui est source de problèmes aujourd'hui. Parce qu'on ne comprend pas qu'on tient une réunion de comité de suivi. On tient une réunion de comité de suivi, le communiqué n'est pas immédiatement sorti et c'est par la suite que le communiqué sort et jusque-là, Conakry n'a pas encore démenti ce communiqué. Est-ce que vous me suivez? Oui, mais maintenant l'intrigue c'est que du côté du Ghana non plus, on ne dit pas, oh le communiqué n'est pas signé. Donc je crois qu'il revient à la C14 de nous édifier aujourd'hui, hein, parce que pour à ce niveau de la lutte, il faut quand même que la C14 soit capable de discuter directement avec le président ghanéen, de rentrer directement en contact avec Alpha Condé pour nous dire ce document-là, nous le parrainons, nous reconnaissons ce document, pourquoi ce document n'a pas été signé, qu'ils nous disent clairement. Il faut que la C14 soit capable de le faire aujourd'hui. On ne va pas. Ça veut dire que ce n'est ce n'est plus une affaire d'intermédiaire. Il y a d'autres qui même parlent de mode de diffusion du communiqué. Oui, par exemple, mode de diffusion du communiqué. Oui. Par exemple, attendez, quand ils sont allés à Conakry, ils auraient appris à Conakry que ce que l'OMPO a fait pour envoyer les experts. Alpha Condé était étonné qu'on ait fait ça, puisque pour être conforme aux formes et aux démarches qui ont été exécutées jusqu'ici, la procédure qui a été respectée jusqu'ici, c'est toujours le président de la commission qui saisit toujours les deux parties, les informant que non, il y aura une réunion du comité de suivi, il y aura ceci, etc. C'est toujours le président de la commission qui a été l'interface, hein, et représentant les deux facilitateurs devant, pour ce qui est courrier. Mais quand l'OMPO, c'est l'OMPO qui informe que les experts vont prendre fonction, c'est déjà paradoxal et ça a été confirmé à Conakry. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui la C14 n'est pas capable de discuter directement avec Condé. Si c'est des émissaires qu'il faut envoyer, il faut les envoyer, demander une audience pour voir ce document. Excuse-moi, ce document, non, si c'est des émissaires que la C14 va envoyer, ils n'ont qu'à aller à Conakry. Demandez ce document, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que c'est en déphasage avec ce dont nous avons discuté? Du côté de Accra aussi, ils aillent voir Condé et Ado pour leur dire clairement, ils reviennent dire aux populations, parce qu'il y a des gens qui sont déjà morts dans cette histoire. Hein? On ne peut pas aujourd'hui badiner, on ne peut pas faire des guerres de clochers, tenir des propos. Madame Adjamako ne peut plus aujourd'hui tenir des propos à minima. Il faut qu'on nous dise clairement, oui, nous avons rencontré les chefs d'État, ils nous ont dit, oui, ce communiqué, on le reconnaît ou pas. Parce que, paradoxalement, vous allez voir comment les choses se sont déroulées, revisiter le film, qu'on est revenu. D'abord, c'est le gouvernement qui a quitté Conakry. Si le gouvernement quitte précipitamment, ça veut dire parce que la réunion est terminée. Ils sont rentrés au pays. Il y a du chat à côté quand même. Bon, de toute façon, c'est le gouvernement qui a quitté et on prend soin. Qui est le premier à partir? On prend soin de distiller d'abord le communiqué. Ça, on a estampillé ça de fake news. Et d'abord, on passe par un canal, hein, un site qui dit que de source, d'abord, l'OMPO a dit c'est le vrai. C'est un document vrai, et que une source gouvernementale dit que c'est le document vrai, que la coalition n'a pas confirmé. C'est parti comme cela, hein, pour tester l'opinion, la réaction de l'opinion.
Et comme par hasard, la coalition également ne dit pas, ne fait pas un démenti formel. Et c'est parti. Et le tout document est devenu officieusement officiel. Hein? On en est là. Maintenant, moi je dis il faut que la coalition nous apporte un démenti. Maintenant, sur la question du corps électoral. Oui, le corps électoral. Le corps électoral a été convoqué, si je fais bien le calcul, à 43-44 jours. Or, le code dit 45 jours. C'était convoqué 43 jours. Voilà, le corps électoral a été convoqué en retard. Quel corps électoral on a convoqué? De le recensement, il y a eu un recensement. Il y a eu un recensement. Et on connaît aujourd'hui le corps électoral? Non, rien on connaît le corps électoral. Non, moi je dis, il faut qu'on ait la pagaille. Mais, pour résumer, parce que je ne vais pas trop garder la parole, pour résumer, que la C14 participe à ces élections. Donc, la C14 ne participera même pas. Mais que la C14 empêche ces élections, ou que les élections tiennent, ça ne résout pas la crise. Ça ne résout pas. Ça c'est clair. Non, ça veut dire que qu'on boycotte. Ça dit qu'on ne participe pas. Voilà. Ou qu'on fait tout pour bloquer. On ne fait tout pour bloquer. Ou pas. Ou que le scrutin ait lieu. Ça ne résout pas la crise. Parce que je répète, tous ceux qui aiment passer ici dire que non, il ne faut pas faire l'erreur de 2002. 2002, le Parlement qui est sorti en 2002 a rendu un service à Yadema. On a modifié la Constitution, vous avez oublié? Non, mais attends, on a modifié la Constitution. Vous croyez qu'on va avoir une Constitution pire que celle qu'on a actuellement? Vous croyez qu'on va avoir une Constitution pire que celle? Non, ça veut dire que tel que les choses se passent, le régime cinquantenaire rentre dans un gouffre. Il ne peut pas faire pire que ce qu'ils font actuellement. Ce qui est sûr, le nœud du problème, c'est que Faure soit candidat en 2020 ou pas. Mais tel qu'ils le font, tel qu'ils posent les actes, ça ne fait que compliquer en fait le départ de Faure, s'il doit y avoir un départ de Faure. Ça ne fait que compliquer le départ de Faure avec tous ceux qui vont partir avec lui. Obligatoirement, parce que ce n'est pas tous qui vont partir, il y aura qui vont rester. Moi, je suis de la posture de... Je suis un adversaire de la chasse aux sorcières. Il y aura forcément des gens qui vont rester, mais s'il faut partir, les autres vont aller où? Est-ce que le les autres vont aller où? Joël disait que les élections aient lieu ou pas, qu'on boycotte ou pas, qu'on l'empêche ou pas, le problème togolais restera sur le tapis. Alors, au-delà, on parle des réformes. Il y a plus d'une année, en septembre 2017, le gouvernement togolais avait proposé quand même un test qui a été rejeté. En tout cas, avant qu'il ne soit rejeté, l'opposition, la C14, a proposé quand même des amendements qui n'ont pas été pris en compte. Donc, le test n'a pas été voté, rejeté. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train d'envisager le référendum? Oui. Le gouvernement dit, l'article 59, je modifie. Le 60, je modifie. Le 100, je modifie. Or, la coalition avait déjà fait des amendements, avait déjà fait des propositions pour ramener en réalité, ou pour nous ramener à la Constitution de 1992. À cette allure, est-ce que ce test ne risque pas d'être encore rejeté et que le gouvernement soit obligé d'organiser le référendum? Non, et il faut se dire que tous les ingrédients sont réunis pour que cette Constitution ne passe pas au Parlement. Donc, il n'y a pas la 4/5e. Non, oui, pour dire qu'il n'y aura pas les 4/5e, oui, pour que les réformes ne se fassent pas au Parlement, parce qu'il n'y a pas des ingrédients, parce qu'il faut comprendre le contexte. Aujourd'hui, quand on parle de la Constitution, il y a le bout de phrase, en aucun cas là, qui est sur toutes les lèvres. Et à l'allure où vont les choses, n'est pas dans le texte que le gouvernement, dans le projet de loi que le gouvernement veut envoyer à l'Assemblée. Outre cela, on parlait aussi d'un expert constitutionnaliste qui est... Où est-ce qu'il est? Il est où? Son texte est où? C'est ça aussi la question que nous nous posons. C'est-à-dire, s'il est là, je pense qu'il doit, à mon humble avis, jusqu'à ce moment, avoir fini de rédiger le texte constitutionnel qui devait soumettre aux protagonistes de la crise togolaise pour que chacun puisse donner son avis là-dessus. Bon, ce texte est où? Le constitutionnaliste est où? S'il est payé par la CEDEAO se positionne comment par rapport à ce débat, par rapport, disons, aux réformes constitutionnelles? L'État togolais aussi veut faire des réformes. J'ai l'impression que c'est la même chose que l'on veut reconduire, ce qui a été fait en septembre 2017. Est-ce que c'est la même chose qu'on veut reprendre? Voilà aussi la question. Donc, tout est fait pour que, à mon avis, les réformes-là ne soient pas opérées au Parlement, mais que ce soit un référendum qui vienne situer les Togolais. Mais moi, mon regard et mon analyse est vraiment, disons, tout simple. Ce que nous proposons,
en tant que citoyen togolais, c'est une contribution, c'est que le bout de phrase en aucun cas ne gêne, que cela ne dérange personne. Qu'on mette ça dans notre constitution, dans le texte que le gouvernement veut envoyer, que le gouvernement mette ça. Je pense que ce n'est pour rien que dans tout pays, il y a la Cour constitutionnelle pour trancher sur les affaires de candidature et autres. Mettez tous les textes dedans, je pense qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, lorsque en 2020, les gens auront les velléités de se présenter, les Togolais veulent se présenter parce que c'est le droit reconnu à tout un chacun d'être candidat. On ne peut priver personne de... On laisse la Cour trancher. Qu'on laisse la Cour trancher. Les gens posent leur candidature et la Cour constitutionnelle tranchera sur les candidatures. Si, au point de vue constitutionnel, ça ne tient pas, bon, je pense que la Cour aura son mot à dire et chacun va se plier. Sur ce sujet tout à l'heure après la pause publicitaire. Retour en studio pour la dernière partie de Taxi Press avec Joël Lega, Fioclo Adanglenou, Acha Ibrahim et Ambroise Pondio. Avant de continuer le débat, la liaison avec la rédaction de Taxi FM est établie et nous avons Gilles Bagua au téléphone. Gilles, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi à 12h45. Quel est le contenu du journal? Alors, dans le dossier politique, la coalition de l'opposition rencontre la presse en ce moment même. Elle veut mieux affiner sa position face à la nouvelle donne. Pendant ce temps, la cérémonie de prestation de serment des 8 représentants de la C14 est reportée à une date ultérieure. Le Front citoyen Togo debout face à la presse hier annonce sans réforme, sans d'élection. Dans le dossier de la santé, la journée mondiale de la vasectomie est célébrée ce 13 novembre. Nous parlerons des signes cliniques dans cette édition. Et puis en soir, au Togo, Côte d'Ivoire, c'est l'affiche du match d'ouverture du tournoi des moins de 20 ans de l'histoire qui s'ouvre le 6 décembre 2018 à Lomé. Tout cela a développé à partir de 12h45. Merci beaucoup, Gilles Gagba. À tout à l'heure. Revenons en studio et nous parlons du sujet politique avec le projet constitutionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, Fioclo? On ne peut pas douter de ce que fera la coalition parce que déjà le samedi, M. Dupuis, chargé de communication de la C14, a dit sur une radio de la place que la coalition ne va pas voter le projet de loi qu'on envoie à l'Assemblée parce que tous les éléments ne figurent pas. Et si possible, il se pourrait qu'elle n'aille pas aux élections. Et tout de suite, dans le reportage que vient de donner Gilles Bagba, les 8 de la CENI devaient prêter serment ce matin à 11h au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça vient d'être reporté parce qu'ils ne sont pas allés. Donc, il y a toujours un problème sur le tapis. La C14 est en conférence de presse actuellement où elle vient d'annoncer que ses représentants ne prêteront pas serment si toutes les préoccupations ne sont pas prises en compte et invite d'ailleurs les Togolais, et ça c'est ce qui a été dit il y a quelques instants donc au niveau de la conférence de presse, la C14 qui invite donc les Togolais à boycotter les 3 jours de recensement et pourtant le relevé de conclusion de la CEDEAO nous informait que c'est la C14 qui a demandé quand même des délais de rallongement de ce recensement-là. Alors, dans les conditions actuelles, Ambroise Pondio, par rapport donc au projet de réforme, est-ce qu'il ne faut pas accepter de prendre ça en attendant de régler les autres problèmes? Non, c'est une compromission. Ah oui? Oui. On veut des tours, maintenant le pouvoir est d'accord. Chez nous, il y a un adage qui dit c'est-à-dire qu'il y a une natte qui est fabriquée par un semblant de trucs là. Quand tu détestes l'intrant là avec lequel on fabrique la natte, il ne faut même pas se coucher sur la natte. Il y a un autre adage qui dit Colena Oblanalo. Oui, ça c'est dans un autre contexte. C'est ce que lui dit là. Ça se dit dans un autre contexte. Colena Oblana, quand il s'agit de monnaies sonnantes trébuchantes, on dit Colena Oblana. Ici, le contexte dans lequel nous sommes, vous allez constater que le pouvoir fonce sans l'inclusivité et le consensus voulu par la feuille de route. De tous les éléments qui sont contenus dans ce processus, vous allez voir
Même les réformes de la Constitution, dont on a appelé un expert constitutionnel, ça n'a pas été fait. Ça le disait tout à l'heure. Et la limitation du mandat, qui a amené même les gens à sortir, ils n'ont pas encore fait. Vous comprenez qu'il y a un dilatoire qui ne dit pas son nom du côté du pouvoir. Et vous constatez aussi qu'on est en train de mettre à l'écart tous ceux dont la CEDEAO a mis dans la balance pour pouvoir faire avancer le processus et déboucher sur des élections transparentes, même si le peuple n'est pas sorti pour réclamer les élections. La CENI dont on parle d'inclusivité et de consensus. Sans l'arrivée de la C14, on fait tout pour les écarter d'abord, foncer dans un enrôlement des milliers de mineurs et ensuite convoquer un corps qui n'existe pas. Donc vous comprenez que le système en place ne veut pas une élection transparente. C'est la finalité. Si nous laissons ces gens-là intégrer la CENI et qu'on fait les réformes, nous risquons d'avoir peut-être 2 ou 3 députés. Et ce serait une honte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a le même de soudoyer les experts de la CEDEAO, manipuler les facilitateurs pour foncer comme on a l'habitude de le faire. Non, ça Ambroise, excusez-moi, ce sont des clichés. C'est des clichés qui sont une réalité. C'est des réalités, Eric. Je viens de démontrer ce qui s'est passé en Guinée. Vous savez, si la C14 accepte d'aller prêter serment, ça veut dire qu'elle s'associe indirectement au processus. Non, mais là, vous mettez une pression terrible quand même. Moi, je ne veux aucune pression. Oui, mais je dis aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas chercher à régler le problème togolais? Il faut chercher à régler le problème togolais. Toujours lâcher quelque chose. Qui est une bonne foi de part et d'autre. La bonne foi n'est pas du côté de ceux qui sont au pouvoir. Ils sont là 52 ans. Ils sont là. Les Togolais veulent mieux. Ils veulent... La CVGR, dans l'une de ses recommandations, le point 5, a dit de retourner à la constitution originelle de 92. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Hashkun a... Ça reste une recommandation. Oui, recommandation plutôt. Le Hashkun a une formation à l'intervention des journalistes. Aujourd'hui et demain. Je crois que tous ces éléments-là vont être... Ce n'est pas pour rien. Peut-être que le Hashkun aussi a amené cette rencontre avec les journalistes. Les gens sont gênés dans la tête. Les gens ont de sérieux problèmes dans la tête. Ce qui est simple à régler entre Togolais, on ne peut pas régler tout simplement parce que les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils veulent conserver ad vitam aeternam le pouvoir. Tant pis pour ceux-là qui grondent dans la rue. Et ils sont tout pour maintenir ce pouvoir. On donnera la parole à nos auditeurs tout à l'heure sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59 lorsqu'il sonnera 12h20. Mais préciser que notre numéro WhatsApp ne fonctionne pas ce matin parce que nous avons de sérieux problèmes de connexion Internet. Notre fournisseur café informatique devrait avoir des problèmes. Aujourd'hui, la C14 dit, si toutes nos préoccupations n'est pas prises en compte, nos représentants au niveau de la CENI, ceux pour qui nous nous sommes battus durant des semaines, et on a même obtenu le départ de l'UFC de la CENI, ils n'iront pas prêter serment au niveau de la Cour constitutionnelle. Cette Cour dont on dit on ne reconnaît pas, puisque la feuille de route de la CEDEAO a aussi demandé à ce que la Cour constitutionnelle soit réformée. Alors, qu'est-ce qu'on cherche finalement? Oui, justement, qu'est-ce qu'on cherche finalement? Moi, personnellement, je trouve que prêter serment devant cette Cour, ça n'enlève rien. Enfin, ça ne remet en rien en cause la réclamation de la C14. Ça veut pas Vous dire... aurez souhaité que ces représentants aillent prêter serment? serment? Moi, je veux souhaiter qu'ils aillent prêter serment. C'est-à-dire rentrer d'abord à la CENI et on verra la suite. Parce que au moment que la C14 demande un président neutre à la tête de la CENI, où est-ce qu'ils vont la réclamer? Hors de la CENI ou bien au sein de la CENI? Où est-ce que la C14 va la réclamer? Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore rentrés à la CENI. Non. Ils ne sont pas encore entrés à la CENI. À moins que... Parce que moi, je dis toujours, quand vous lisez sérieusement la crise là, la crise est téléguidée ailleurs. La crise est téléguidée ailleurs. Où ça? Mais justement, on ne sait pas, mais je sais que la crise est téléguidée ailleurs. Vous soupçonnez la France? C'est-à-dire que les jeux de cartes sont... Non, on revient au cas français. Les jeux de cartes qui se jouent là, les jokers sont tenus par quelqu'un d'autre qui dit non, posez la carte comme telle, posez-la comme telle, posez-la comme telle. Donc, c'est pourquoi moi j'ai dit toutes les agitations que le pouvoir fait. C'est quand tu es... c'est André Gide qui dit que quand tu es incapable, quand tu n'as pas d'idée, tu choisis la force.
Quand tu as un manque d'idées, quand tu as un manque d'options, tu choisis la brutalité, tu choisis la force. Donc c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, parce que ça m'étonne que jusqu'à la date d'hier, on apprenait que la C14, Mme Adjango dit non, qu'ils vont prêter serment. Oui, parce qu'il y a eu une contradiction dans la communication. Il y a une contradiction de la dans C14 la contradiction. C'est vrai que hier la réunion a été houleuse. Tantôt, ça ne remet pas en cause on en prête fait. serment, tantôt Voilà. on ne prête pas serment, Voilà, tantôt on pourra aller aux élections, tantôt on n'ira pas. Non, sur les élections, ils n'ont jamais dit qu'ils iront aux élections. On a écouté beaucoup de choses quand même. Non, qui Non, il n'a jamais officiellement, justement, officiellement, laissons ce qu'on a lègue. C'est-à-dire que quand les professionnels du brouillard vous emballent, Ne parlez pas comme ça. Si les conditions sont réunies, ils iront aux Ne parlez élections. pas comme ça. Il n'y a personne qui puisse nous embrouiller. Vous écoutez autant que nous. Oui, mais moi, informations. je l'accorde du crédit qu'à ce qui sort officiellement de la coordinatrice, c'est l'aide de la coordinatrice de la C14. Parce que dans un groupe, ça dit que la dynamique de groupe, c'est comme ça. Il y a des écarts de langage, il y a des caprices. Par exemple, quelqu'un disait que non, voilà, que déjà tout le monde ne participe pas aux réunions. Je dis, mais si tout le monde participe aux réunions, ça veut dire que quelqu'un a envoyé une lettre pour se retirer de la C14. Jusque-là, pas encore. Donc, ne se fait pas sur ces petits écarts-là, même au sein du NIR. Vous pensez que tout le monde est d'accord sur la poursuite du NIR aujourd'hui? Pourquoi à Conakry, on n'a pas envoyé la même délégation qu'on envoie souvent quand le comité de suivi se réunit ici? Mais c'est la même chose. Mais c'est pas la même délégation. Est-ce que c'est les trois qui composaient toujours la délégation pour aller à Conakry? Non, ça veut dire que les trois, c'est les classiques. C'est un peu ce à quoi on a cité en 2015, où Fort A s'est rendu compte, et notamment que non, quoi que ce soit lui qui organise les élections, il risque de perdre les élections. S'il a les mêmes représentants à la CENI, on a envoyé ceux qui n'ont plus rien à perdre, ceux qui ont déjà leur avenir derrière eux, on les a envoyés à la CENI pour sauver sa victoire. Au sein même du NIR, on sait que ce n'est pas homogène. Donc, il ne faut pas qu'on surfe sur les détails. Moi, je dis, personnellement, la C14 aurait bien fait d'aller prêter serment, mais s'il refuse de prêter serment, et que jusqu'hier, on a appris qu'il s'était d'accord à prêter serment, s'il refuse de prêter serment, il faut que l'UNIR ait peur. Ah oui? Non, il faut que l'UNIR ait peur, parce que c'est quand même pas des enfants, hein. Ouais, mais c'est ce que Si les choses ont évolué comme ça, notamment... Ça veut dire que la CENI actuelle continuera son travail. Ça voudra Oui, dire ça que dit les élections auront lieu le 20 Oui, et que la C14 ne participera pas mon aux frère, élections. certainement que, en faisant une évaluation du bras de fer aujourd'hui, on se dit donc, si on doit perdre, on perd tout. Oui, c'est-à-dire qu'on les laisse assumer ce processus unilatéral jusqu'au 20 décembre, quitte à eux de payer les passifs. On ne sera en rien comptable du passif. Et ce passif, si la C14 aujourd'hui, vu les implications internationales qu'on a eues, si la C14 aujourd'hui fait cette option, ben ça veut dire que le passif sera très lourd pour le pouvoir en face. Merci beaucoup, Joël, les gars. Et pendant ce temps, c'est Tipi Achadam qui se signale encore une fois depuis sa base où il réside. On ne sait pas trop, on ne sait pas s'il est au pays ou il est à l'étranger. Beaucoup de sources se renseignent qu'il serait au Ghana. Il semble menaçant dans l'audio qui a été ventilé sur les réseaux sociaux. Oui, comme vous suivez l'audio, même peu avant même l'audio, il y a eu la rencontre hebdomadaire de samedi où les couleurs étaient déjà annoncées, où les responsables qui sont sur place ici, notamment Tchatiki et autres, disaient que ils seront contraints de reprendre la rue. Oui. Et vous savez que c'est la seule arme, et cette fois-ci, il y a certains de leurs militants du PNP qui disaient que ça ne serait pas le 19 août, puisque Barra dit qu'il y aura plus de 19 août, mais il y aura une autre date. Vous comprenez, je ne sais pas ce qu'il cache. Bien sûr, une autre date, ça voudrait dire une autre stratégie, une autre façon de marcher. Donc, il y a beaucoup de choses s'y cachent dans cette déclaration. Et les gens attendaient, on était en train de décortiquer ce que les responsables locaux du PNP ont déclaré à cette rencontre hebdomadaire, et que on était là, et l'audio de Tikbi Achadam a circulé aussi sur les réseaux sociaux. Ça a été authentifié, les gens ont reconnu que vraiment c'était lui, et dans l'audio il était aussi très menaçant, et je pense que il est parti du constat qu'ils ont observé la CEDEAO faire son travail, et à l'heure actuelle, s'il faut faire le bilan selon
Tipi à Tchadam, c'est qu'ils ne sont pas sûrs que ce qu'ils sont en train de chercher, c'est-à-dire que l'objectif pour lequel ils sont engagés dans le dialogue est sur le point d'être atteint. Et donc, en dernier recours, c'est qu'ils vont reprendre les manifestations. Je pense que c'est grosso modo, c'est l'idée qu'il a véhiculée. Mais moi, je me pose deux questions par rapport à cela. La marche, ce qui a été fait... Le samedi prochain? Non, pas la marche du samedi prochain. La marche de façon générale. Oui. La manifestation politique qu'il projette faire, est-ce que ça donnera autre chose que ce qui a été fait le 19 août 2017? C'est la question que moi je me pose. L'autre question, est-ce que c'est marcher pour faire pression sur le pouvoir ou bien marcher pour autre fin? Puisque quand vous suivez, c'est pour réclamer les réformes, c'est écrit. Bien évidemment, ça a été toujours le cas. Les marches, c'est pour réclamer, c'est pour faire pression sur le pouvoir, pour réclamer un certain nombre de choses. Si c'est la même chose qu'on veut faire pour peut-être aboutir aux arrestations et autres, je me demande quelle est cette option qu'ils sont en train de prendre. Mais si c'est pour autre chose, la marche pour déboucher sur autre chose, là, je dirais que... On n'a pas dit ça, non, je dis, c'est une analyse que je suis en train de faire, ne sais pas de traverser ma pensée. Je suis en train de réfléchir sur des options. Si c'est marcher pour faire pression, d'accord, comme cela a été toujours le cas, je me demande, est-ce que c'est l'option la plus crédible ou bien la plus plausible qu'il faut prendre en ce moment sensible de la vie, ou bien il y a autre chose derrière. Voilà, vous avez précisé ma pensée. Mais il faudrait qu'on dise clairement les choses. La situation, le blocage actuel auquel nous assistons dans le processus est un blocage fait sciemment par certains acteurs qui ont décidé peut-être de ne pas aller vers les instruments légaux en matière de changement de régime ou bien en matière de compétition dans une démocratie bien donnée. Parce que si nous sommes en démocratie, nous sommes en démocratie. Non. Laisse-moi aller avec mes idées. Après, tu auras le temps d'embrouiller. Non, je ne suis pas là pour embrouiller les gens. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Ils vont marcher. Non, ils ont marché, ils n'ont pas permis de marcher. Ambroise. Maintenant, quand ils disent ayez la patience de l'écouter. Ils n'ont rien prouvé que la marche. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire autre que la marche? Ayez de la patience pour écouter quand même vos confrères. Je ne me limite pas seulement aux déclarations. C'est pourquoi nous faisons des analyses politiques. C'est pourquoi nous faisons des analyses. C'est pourquoi nous faisons des analyses sur la situation. Monsieur Ambroise Soufré, que je puisse continuer mon développement. Là, si vous avez quelque chose à dire. Oui. Et donc, moi, c'est ça. La question que je me pose est très simple. Aujourd'hui, nous savons que le blocage est voulu par les acteurs politiques pour que nous n'allions pas aux élections. Mais en démocratie, ce sont les élections qui départagent les gens, ce sont les élections qui amènent à changer même les régimes, même à aller vers le renouvellement des institutions de la République. Donc, moi, je me dis que si nous devons être démocrates, assumons aller à ces élections, mais encore faudrait-il que les conditions soient réunies. Autre chose, je vais terminer. Le problème du Togo, c'est un problème d'alternance. Et nous tous, nous savons, quand on parle de l'alternance, c'est l'avenir politique de M. Faure Gnassingbé. Je pense que si les gens ont le courage, y compris ceux de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition, s'ils ont le courage de poser ce problème, je pense qu'ils iront à un accord politique et le problème togolais sera résolu. Ambroise, je donne la parole ensuite à Fikola. Oui, c'est pour répondre à la dernière question de mon confrère, que les gens ne veulent justement pas l'alternance. S'ils voulaient l'alternance, eux-mêmes au sein d'eux, ils peuvent discuter de ça. Chercher quelqu'un pour remplacer Faure Gnassingbé. Ils n'en veulent pas. Justement, ils n'en veulent pas. Maintenant, la question de la marche. Vous savez, les Togolais sont fatigués. Hein. Tout ce qui peut faire partie de ce régime, eux, ils attendent. Et ils attendent ça. Il faudrait qu'on soit clair, quoi. Ce que les Togolais sont fatigués. Il n'y a même pas d'argent dans le pays. Les gens souffrent. Pour manger, c'est donc le départ de Faure Gnassingbé verra qu'on aura de l'argent subitement? Non, ce n'est même pas ça. Oui, c'est ce que je dis. Psychologiquement, les gens veulent être déverrouillés vis-à-vis d'un régime qui est là 52 ans. C'est psychologique d'abord. Les gens, moi, une dame m'a dit, si ce régime appartient, déjà, même s'il ne trouve pas manger 3 jours, il ne va pas mourir.
c'est pour vous dire que les gens sont fatigués de ce régime. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de leur dire la vérité. Aux Nations-Unies, ça ne va pas. Ça pète aux Nations-Unies, mais les gens sont contingentés, les gens sont dans un mutisme hypocrite et suicidaire. Parce que eux-mêmes, ça peut les emporter à tout moment. Bien. Donc c'est pour vous dire, pour conclure, que tous les marges, tous les ingrédients, tout ça, qui peut faire partie là. Les Togolais, eux, ils sont prêts. D'accord, très bien. Je crois donc le nous. Avant de donner la parole aux auditeurs. Oui, moi, j'aurais pensé que le PNP avait refusé les annonces de marche aussitôt après le 23 septembre. Oui, c'est curieux. Et qu'il attende les réactions de la CEDEAO. Et 45 jours après, aujourd'hui, elle a changé, le PNP a changé de version. Qu'elle va participer aux marches et d'une certaine envergure. De deux, pour la prestation de serment de ce matin, à mon humble avis, moi j'aurais aimé que la C14 aille prêter serment pour aller à la CENI et constater ce qui a été fait avant de prendre une décision. D'accord. Parce que au niveau de la CENI, quand la coalition devait y être, la C14 devait être aussi dans les différents démembrements. Oui. Dans les CELI, les CLC et autres, et même jusqu'au niveau logistique. On va voir si tout ça sera fait et aura les yeux sur le fichier électoral. Bon, tel n'a pas été le cas. C'est pour des raisons politiques que tout ceci se fait, mais on va voir ce que l'avenir va nous réserver. Joël, je vous donnerai la parole tout à l'heure sur le cas d'étiquette, mais nous allons, puisqu'il est l'heure de recevoir les auditeurs, nous allons les recevoir. Nous avons un premier qui est au bout du fil, mais je pense que vous devez, monsieur, vous devez éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît, pour que nous ayons un meilleur son à l'antenne. Allô? Oui. Bonjour. Monsieur Maglo. Monsieur Maglo. Oui. Comment allez-vous? Pour une fois, je n'ai pas porté l'écouteur. C'est pourquoi ça peut se brûler. Non, vous devez juste avoir votre téléphone collé à votre oreille et vous devez nous écouter. Donc, éteignez votre l'habitude de prendre l'écouteur. Oui. Voilà, vous avez dit une chose aujourd'hui, je crois que c'est Eric, qui répondait à une question. Et il disait que la C14 avait demandé à Conakry qu'on prolonge de quelques jours le recensement. Oui, c'est ce que le communiqué, en tout cas, qui a circulé, mentionne. Moi, je vous dis que même si c'est écrit, c'est authentifié, je ne crois pas que la C14 aurait pu demander une telle chose. Pour la simple raison que ce qui a été fait, tout le monde reconnaît que c'est une mascarade de recensement. Et c'est la base même de la fraude. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens n'ont pas été se faire recenser. Ceux qui se sont fait recenser, ils voteront peut-être pour unir, c'est tout. Ils ne voteront jamais pour l'opposition. Donc moi je vois mal, même la C14 ne peut même pas demander un an pour prolonger ce recensement unique. Ça je vous le dis, même si c'est écrit, si c'est authentifié. Donc il faut quand même que vous vous renseignez très bien. Moi je ne suis pas sûr que la C14 aurait pu demander une telle chose. C'est ce que je tiens seulement à relever. D'accord, très bien. Monsieur Maglo, merci beaucoup, merci de nous avoir contactés. Le 93, 96, 99, 99 est à votre disposition. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour cher ami. Quel est votre nom? C'est monsieur Issa. Monsieur Issa. Oui. Nous vous écoutons. Ok. Et tout d'abord, j'aimerais intervenir sur deux volets. Allez-y. Le premier, c'est un mot très simple que j'aimerais amener, c'est-à-dire tout ce qui se passe, si Paul veut vraiment que ça change, ça doit changer. Il avait déjà dit ça à Tédier que la balle est dans le sang. Que c'est dans le camp que, comment on dit, et le changement peut déclencher. Donc jusqu'à présent, il trouve que c'est ça. Il a le dernier mot. Bon. Et en outre, j'aimerais revenir sur le problème environnemental dont vous avez soulevé au début. Au début, oui, bien sûr. Oui. Je trouve que c'est un problème très récurrent et dangereux. Surtout de nos jours, je ne sais pas, on penche trop sur la situation sociopolitique tellement qu'on oublie l'environnement. Parce qu'il y a des gens de trucs partout, tu vas voir des dépotoirs sauvages, les gens brûlent comme ils veulent. Et tout récemment, bon, c'est pas tout récemment, moi j'en fais la voix chaque temps. Lorsque tu dépasses quelques autres petits, tu vas vers Diablé.
Allô? Oui, nous vous écoutons, Issa. Oui. Il y a Klobatem, il y a Klobatem, une zone qui est densément peuplée de nos jours. C'est là-bas, les Ibo, tout le monde, ils convergent les pneus, le reste des friperies, des chaussures, ils brûlent dans la rivière, dans le fleuve. Alors que cette rivière, au bas fond, les gens boivent ça. Vous voyez? Les gens boivent ça. Moi, j'ai vu des dames comme ça, ils puissent la rivière là, ils boivent. Vous voyez? Maintenant, ils brûlent ça à l'aide de ces toxines, c'est mélangé. Donc, c'est comme ça dit. On doit vraiment faire attention à tout ça là. Très bien. Parce que lorsque les maladies vont intervenir, il n'y aura pas de solution. Quoi. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous sur le sujet. Merci beaucoup, monsieur Issa. Merci de nous avoir contacté. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Il y a un auditeur qui a choisi de nous envoyer un SMS sur le 90 71 49 62. Ça marche par rapport au SMS, mais le WhatsApp ne marche pas véritablement ce matin. Alors, il nous dit, c'est Charles, il s'appelle, moi je préfère que la C14 aille à la CENI et mener des discussions là-bas. C'est mieux. Mais, n'est-ce pas Ambroise Pondio qui répète chaque fois qu'il aurait appris que la CEDEAO organiserait la meilleure élection de la sous-région, que Dieu vienne en aide au Togo, dit Charles. Un autre auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Christophe. Monsieur Christophe, nous vous écoutons. Oui, c'était pour demander l'opposition maintenant, la C14. Oui. Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils veulent pour le Togolais? Parce qu'on a dit qu'ils vont partager les membres de la CENI, 8-8. Aujourd'hui, ils vous ont dit de le faire. Vous refusez de le faire, que vous voulez d'abord. C'est ce qu'ils ont demandé au premier abord. C'était d'abord envoyer les 8 membres de leur CENI à la scène de la CENI pour pouvoir voir ce qui se passe là-bas. Oui. Maintenant, s'ils ne sont pas là-bas, comment ils peuvent voir ce qui se passe et revendiquer certaines choses? Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, je vois que maintenant, le parti au pouvoir fait du son mieux, c'est l'opposition qui ne veut même pas que ça bouge, c'est tout. D'accord. L'opposition veut nous nuire. D'accord. Et s'ils continuent comme ça, je ne suis pas sûr que demain ils vont appeler quelqu'un, va sortir derrière eux. On sort, c'est nous qui prenons les coups perdus, tout ça là. Et ils sont dans leur voiture, dans leur maison clinée. D'accord. Christophe, merci de nous avoir appelés. Et donc l'opposition, en tout cas aujourd'hui à la conférence de presse, la C14 qui appelle donc la population à boycotter les 3 jours de recensement tels que décidés par la facilitation et le gouvernement togolais. Voilà, on a un autre auditeur au bout du fil. Il y a quand même une autre réaction. D'abord, au téléphone, allô? Oui, bonjour, monsieur grand citoyen d'État. Bonjour, cher ami, grand citoyen, comment allez-vous? Oui, ça va bien, c'est Isaka de Vapor. Monsieur Saka? Oui. Isaka? Oui. D'accord, nous vous écoutons. Bon, sinon, moi, j'appelle par rapport au marge, qu'il y a marge ou pas. Nous, on attend tout ce qui va contribuer à faire quitter ce pouvoir cinquantenaire. Nous, on est là, on est prêts. Isaka qui est parti, on aurait aimé quand même discuter. Bon, mais c'est pas grave. Il y a un autre auditeur qui nous dit la CEDEAO veut rééditer sa complaisance. La CEDEAO veut rééditer sa complaisance et sa complicité de 2005 où le Togo a connu plus de 500 morts. À quoi joue la CEDEAO, s'interroge donc cet auditeur. Il y a un autre téléphone, allô? Allô? Oui, bonjour, Jerry. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, nous vous écoutons. Ok, concernant le premier point que vous avez évoqué, la question concernant l'environnement, oui. Il y a beaucoup de choses qu'on dit à l'antenne, sur toutes les radios. Mais Obama avait dit quelque chose au Ghana. Il faut un État fort. Et pour avoir un État fort, il faut qu'il y ait l'alternance. Il faut que les gens sachent que, au-delà de 10 ans, on n'a plus rien à offrir au peuple. Secondo, concernant ce que M. Fion disait et une petite dispute avec Ambroise, ils disent tous la même chose. Ce que Fion disait, disant que bon, s'ils vont encore marcher, est-ce que ce sera différent de ce qui s'est passé le 19 août? Ce ne sera pas différent. Parce que c'est le seul arme que le peuple a à sa disposition. Donc, nos grands frères qui sont dans la C14, ils savent que ceux qui sont en face d'eux, ils font de la duperie jusqu'au bout. Ils sont dans la fraude jusqu'au bout. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des élections propres. Que les gens aillent à la CENI pour siéger, comme l'autre auditeur disait, mais
Moi, je ne veux pas voir quelqu'un au pouvoir, un parti au pouvoir pendant 5 à 100 ans dans ce pays. C'est une aberration. Et le monde est en train de changer autour de nous. Et c'est grâce à ça que je suis un peu optimiste. Des fois, je me fie un peu à ce que Ambroise disait. Oh, ça va changer. Comme ce que l'autre auditeur, la question qu'il avait posée. Mais bon, aujourd'hui, je suis un peu dépité. Mais toujours est-il que je sais que le bien triomphe toujours du mal. Un jour, ils partiront. Très bien. Monsieur Géry, merci beaucoup, on a compris, merci de nous avoir appelés, passez une excellente journée, on va donner aussi la possibilité à d'autres auditeurs de nous appeler, nous avons encore 2-3 petites minutes à passer ensemble à l'antenne avec eux. Un autre auditeur qui nous dit, la C14 a pleinement raison, c'est ce qu'il nous dit, a pleinement raison, je suis un peu submergé par les appels aussi, la C14 a pleinement raison sur toute la ligne, je ne vois pas son mal, écrit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, nous avons peur du lendemain togolais et togolaises, prions. C'est ce qu'il nous écrit. Un autre téléphone, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Oui, c'est M. Mohamed. Monsieur Mohamed, nous vous écoutons. Je salue mon très cher Ambroise. Hein. Très bien, nous vous écoutons maintenant. Ouais. Ah là là, je pense qu'il y a un problème de réseau avec Mohamed, il va nous revenir. Un autre auditeur qui nous dit, le gouvernement est trop fort. Des marches qui faisaient vaciller le pouvoir ont été donc aller au dialogue, feuille de route, piétiner, négociation roublée, nous dit l'auditeur, négociation roublée, pour aboutir à leur désir de départ, réforme alambiquée, référendum et élections frauduleuses, maintien des fers unis au pouvoir. C'est ce qu'il nous dit. Bon, d'accord, c'est sa vision. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, je suis Dieudonné Tadé. D'accord, Dieudonné, secrétaire général du réseau de la diaspora, Fonds du développement du Togo. Très bien. Dieudonné, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais intervenir à propos de la crise des Togolaises, que nous tous nous sommes au courant de comment ça a commencé et où nous en sommes. Je vais d'abord m'adresser à vos confrères, les journalistes, qu'une fois sur les médias, oublient qu'ils sont des journalistes et tout ce qu'ils disent, la population lambda prend ça comme réalité. Le journaliste a le rôle de nous informer ou bien de venir jouer le rôle de chargé de communication d'un parti ou bien de tel parti. Donc je crois que les confrères prennent la chose sur eux comme s'ils étaient les leaders de l'opposition ou bien les leaders des partis politiques pour défendre les dits de certains leaders. Donc il faut juste transmettre ce qui est dit ou bien ce qui est écrit. Ce n'est pas le moment de s'accaparer de la chose et de se mettre dans la peau du leader de l'opposition. D'accord. Dès qu'on aura dit ça, dès qu'on aura dit ça par rapport au sujet, oui. Qu'est-ce que vous dites? Bon, ouais, par rapport au sujet, je vais dire, la feuille 14 est vraiment en erreur. Il faut qu'on puisse avoir le courage de le dire. Parce que la feuille de route de la CEDEAO a bien spécifié sur certains points. Et il y a les élections, il y a les réformes, il y a les mesures d'apaisement, il y a la recomposition de la Cour constitutionnelle. Et tout ceci, vous allez sentir que le gouvernement est dans sa logique de jouer son rôle. Mais la question, elle est celle-ci. Qu'est-ce que l'opposition jusqu'ici, elle a fait pour dire qu'elle a fait un pas? Non, elle est restée statu quo pour observer et critiquer. Mais parlant des réformes, on pense que c'est l'État, le gouvernement qui doit enclencher les réformes au niveau de l'Assemblée nationale. Eux aussi peuvent introduire un projet de loi depuis que la feuille de route est sortie. L'opposition n'a rien fait. Et maintenant, ce que le gouvernement fait, l'effort de faire, ils viennent critiquer et même venir menacer. Là, c'est grave. Et rester de l'autre côté du pays pour mettre... Vous savez combien de Togolais sont choqués par la sortie de Tiki Achadam la dernière fois? Et non, nous allons oser dire les réalités. Chacun doit jouer sa partition, surtout dans cette crise. Le gouvernement a fait vraiment preuve d'apaisement et même jusqu'à aller accepter le prolongement du recensement. Merci beaucoup, Dieudonné. Dieudonné, on a compris l'essentiel. Merci beaucoup. On est talonné par le temps. On va donner la parole aux confrères en studio et puis après, on va rendre l'antenne puisqu'il va être l'heure lire au moins cette réaction. Cet auditeur qui nous dit, je crois, c'est ce qu'il nous dit, je crois que la C14 a parfaitement raison puisqu'elle ne peut pas aller
prêter serment tant que cette Cour constitutionnelle est sur la table. Et concernant la déclaration de Tipeee, je crois c'est clair puisque c'est le RPT Unir qui nous contraint à cette stratégie, nous dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit dites-moi, est-ce qu'une organisation régionale digne de ce nom comme la CEDEAO peut se ridiculiser en pondant un communiqué de ce genre? Moi, je ne crois pas. Si c'est eux qui ont pondu ce communiqué, qu'ils viennent le dire eux-mêmes, nous dit l'auditeur. Je tire chapeau à la C14, dit notre auditeur, C14 qui vient de reporter la prestation de serment et demander encore le boycott de cette parodie de prolongation. La CEDEAO, en complicité avec le pouvoir, tout le peuple togolais en bourrique et veulent nous placer la CEDEAO et le peuple devant le fait accompli. Le chaos est à nos portes, dit l'auditeur. Et cette dernière réaction, un autre auditeur qui nous dit la C14 ne peut pas aller prêter serment devant une cour, enfin une constitution une cour constitutionnelle, je pense que c'est ce que l'auditeur voulait écrire, devant une cour constitutionnelle que la CEDEAO a dit de changer. Voilà. Ambroise Ponjo, très rapidement, on fait un tour de table. Oui, d'abord, moi, je voudrais dire que quand je parlais de ce qui devait arriver par rapport à la CEDEAO, j'ai dit, si tout marche bien, j'ai mis ça au conditionnel, si tout va bien, le Togo connaîtra l'une des meilleures élections. Bien. Mais sans oublier que dans le cursus, il peut y avoir des corrompus, mais l'institution, la CEDEAO demeure, il y a des caisses qui régulent, ils vont revenir sur ça. Maintenant, pour ceux-là qui pensent, qui sont dans leur coin, ils se saoulent du lait, du miel, ils pensent que ceux qui sont des journalistes ici, ils racontent le vie. Nous, on fait des analyses. Il faudrait qu'ils comprennent que nous faisons des analyses. Nous ne sommes pas là seulement pour donner des informations. On analyse. Lui est dans son cœur, il est dans le lait, dans le miel. Il n'a qu'à se contenter de son lait de miel. Nous, on continue notre analyse. Merci beaucoup à Ambroise Ponjo. Acha Ibrahim, un mot? Un mot pour dire que le calme auquel nous assistons actuellement semble être un calme qui annonce la tempête. Donc les Togolais doivent se ressaisir. Ah oui? Les Togolais doivent se ressaisir, les Togolais doivent faire un effort considérable pour ne pas... Non, bien évidemment, parce que la tension est palpable et quand vous sortez. Sincèrement, non, c'est un calme apparent. Que les acteurs politiques fassent un effort pour préserver notre pays de tout ce que nous connaissons dans notre région, les troubles et autres là. Que les acteurs politiques reviennent à de meilleurs sentiments. Ceux qui ont des agendas cachés, ça fait leur problème, mais nous voulons que notre Togo se porte bien, nous voulons la paix sur la terre de nos aïeux, nous voulons que les Togolais renouent avec la cohésion. Bien évidemment, et il y a la paix positive et la paix négative, vous savez très bien. Donc nous voulons la paix positive dans notre pays, que les acteurs ne nous fassent pas basculer dans des situations assez regrettables. Les Togolais doivent se ressaisir, c'est notre pays que nous devons défendre. Oui, j'aborde dans le même sens que mon jeune frère Ibrahim. Il faut que la classe politique se ressaisisse pour sauvegarder la paix qui nous oblige ou bien qui nous permet à nous occuper de nos affaires tous les jours. Il ne faut pas qu'il y ait embrasement. Il faut que le peuple togolais aussi fasse une analyse de la situation pour savoir exactement ce qu'il faut faire. La politique ne doit pas nécessairement nous envoyer dans l'abîme. Non, pas du tout. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Et cet auditeur de nous dire, ils iront faire quoi à la CENI quand les gens pensent avoir déjà tout fait et seuls? Dieudonné, tu es en mission commandée. C'est une interrogation de l'auditeur. Je pense qu'il répondait au dernier auditeur. Et on n'a pas de leçon à recevoir de toi car nous savons ce que nous voulons et pas une parodie semblant de démocratie. Joël, les gars. Non, pour Dieudonné, je dis la naturelle mémoire. Tu as beau mettre ton ventre à la tête de la tête, mais la nature te retirera tout ce que tu as acquis par le ventre. Et ils sont nombreux sur la liste. Ils sont très nombreux sur la liste, même dans nos relations immédiates. Ils sont très nombreux sur la liste. On attend seulement que la nature commence par agir. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que il serait bon, nous sommes à un an, quelques mois de 2020. Il serait bon que le gouvernement fasse balater. Le gouvernement peut prendre des initiatives de faire table rase, de reconvoquer la C14. Parce que la C14, qu'on ne le veuille pas, je dis, la C14 n'est que l'écran. Et derrière l'écran, il y a toute une foultitude. Nous avions dit tout dernièrement,
Ben, ça, puisque bon, les gens n'aiment pas lire, nous avons dit tellement que la présence de Edem Kodjo au forum de Espérance pour le Togo ne signifie ni plus ni moins qu'il a pris faire cause contre fort. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il a été juste invité. Comme non, laissons ça. Laissons ça, mon frère. Laissons ça. Les commentaires d'à côté. Mais je dis, la C14 n'est que le porteur, elle n'est que porteuse de l'aspiration d'une foultitude de gens, même au sein du NIR, qui ne veulent plus que le régime la demeure. Donc le régime pourrait bien faire, à un an de 2020, de faire table rase, de dire non. Voilà ce que nous pouvons faire pour sauver encore le Togo. Sinon, on va sauver le Togo peut-être sans eux. Monsieur, merci beaucoup. J'avais souhaité qu'on revienne sur la RD Congo. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Je suis vraiment désolé. J'avais voulu franchement qu'on parle de la RDC. Demain, je vais l'évoquer avec les autres confrères. Il y a un auditeur qui dit la C14 ne peut pas aller prêter serment devant une cour. Et il y a un autre qui s'interrogeait même par rapport donc à la prophétie d'Ambroise Ponjo. Où est donc votre prophétie? La prophétie est en cours. Monsieur, merci beaucoup. C'est le cœur de Pharaon qui joue comme ça. Ambroise Ponjo, Acha Ibrahim, Joël Lega et Fioclou à Danglorou. Merci à Jack Prosper qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Henri Gator. Juste après nous, vous retrouvez le journal tout à l'heure avec Gilles Bagba. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.